Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Alors, tout d'abord, j'ai le plaisir d'appeler à la barre, plutôt au pupitre, Monsieur Alain Guillaume, qui représente la ministre du Patrimoine, Madame Valérie Dubu, qui ne peut pas être présente avec nous pour cette première conférence. Donc, je lui cède la parole tout de suite. La barre. Voilà donc à la barre. J'espère que vous ne me condamnerez pas avant que je ne lise mon discours, ou en tout cas celui que je vais vous lire au nom de Madame la Ministre, qui n'a pas pu se libérer en cette fin d'année particulièrement chargée et qui s'en excuse. Il me revient néanmoins en son nom de vous remercier pour votre présence lors de cette conférence consacrée donc aux grottes néandertaliennes, du mythe aux réalités. Aux yeux de la ministre, l'événement de ce jour revêt une triple importance parce qu'elles rejoignent les priorités qu'elle défend en matière d'archéologie. Donc, la première importance, c'est la prise en charge de l'archéologie, qui aura connu quelques avancées récentes, comme le triplement du budget de fonctionnement annuel, l'amplification de la notion de site d'intérêt régional et la protection d'un, et peut-être même bientôt de deux, sites archéologiques via un classement dans le but d'en faire des réserves. Tout ça sans oublier évidemment la concrétisation tant attendue et pour laquelle j'ai beaucoup participé à coordonner les actions avec la WAP, c'est-à-dire la concrétisation d'un centre de conservation et d'études pérennes qui abritera en 2025 les collections archéologiques et les laboratoires de la WAP dans un bâtiment adapté. Le deuxième point, c'est la valorisation du patrimoine mondial. La Wallonie s'est récemment enrichie de nouveaux biens UNESCO, la ville de Spa, évidemment, au sein de la série européenne des grandes villes d'eau d'Europe, et 16 sites dans le cadre sériel franco-belge des sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale. Évidemment, ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c'est la prochaine candidature wallonne qui concerne les sites à fossiles néandertaliens. La démarche visant à les placer sur la liste indicative du patrimoine mondial au sein d'une série transnationale avec l'Allemagne, la Croatie, l'Espagne, la France et l'Italie a été initiée en 2019. Je rappellerai à ce sujet que notre région présente une densité exceptionnelle de sites néandertaliens, parmi lesquels 8, si mes informations sont bien à jour, ont livré des fossiles humains dûment diagnostiqués et ou datés. À ce titre, ils forment la concentration la plus septentrionale de néandertaliens en Europe, et plusieurs d'entre eux ont apporté une contribution historique majeure au développement de la paléoanthropologie et de la préhistoire, à commencer par les toutes premières découvertes réalisées à Flémal dans les années 1829-30. Du chemin reste évidemment à parcourir quant à cette candidature avant de la voir aboutir. La Wallonie, et en particulier la WAP, aura un rôle majeur à jouer pour porter ce projet et convaincre les pays partenaires. La WAP peut également compter sur les ASBL qui étudient, gèrent et valorisent les grottes, dont plusieurs sont soutenues par la région. La troisième priorité concerne la sensibilisation au patrimoine et la diversification des publics. Madame la ministre a demandé à la WAP d'amplifier son action à cet égard. Des partenariats ont été renforcés avec le milieu scolaire. Les journées du patrimoine ont été orientées en 2023 vers la jeunesse et seront dévolues aux personnes à besoins spécifiques l'an prochain. Une collection pédagogique a été lancée, les Qu'est-ce que, dont un numéro sera consacré l'an prochain à l'archéologie. Et la WAP inaugure aujourd'hui, ici même, un cycle de conférences qui seront l'occasion d'une part d'accueillir des orateurs de renom qui s'adresseront à un public la plupart du temps averti, je suppose, et d'autre part de nouer des liens entre institutions. Madame la ministre soutient largement cette nouvelle initiative et se réjouit de prendre connaissance du programme de l'an prochain qui devrait toucher les différentes facettes de notre patrimoine. Il me reste à remercier Monsieur le Pape pour son passage sur sa terre natale, pour sa participation à cette première édition et pour les échanges professionnels qui ont précédé la conférence. Je cède maintenant la parole à Madame l'inspectrice générale et je n'oublie pas de vous souhaiter les meilleures fêtes de fin d'année avant de céder cette parole. Alors,
Voilà. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vais être courte, hein. Voilà, avec cette conférence que on sait déjà qu'elle sera passionnante. Donc, c'est la première conférence de la WAP. Elles sont gratuites et ouvertes au grand public et aux initiés, bien entendu. Nous en organiserons tous les semestres. Et donc, voilà, le programme sera communiqué très prochainement pour l'année 2024. Et donc, pour inaugurer cette conférence de la WAP, nous recevons Monsieur Pascal Depape, et en effet, il est sur cette terre natale, en sa qualité de directeur régional à l'Institut national de recherche en archéologie préventive, l'INRAP, pour les Hauts-de-France. Alors, c'est un archéologue, il est docteur en préhistoire, et son principal thème de recherche concerne l'homme de Néandertal. Enfin, les Néandertaliens, dirons-nous. Et plus spécifiquement, les interactions entre l'homme et son milieu, les dynamiques d'habitat et le rôle des fluctuations climatiques dans le peuplement de l'Europe. On peut dire que le thème des fluctuations climatiques est aussi une thématique de saison, on va dire. Donc, je lui remercie personnellement et en votre nom pour sa présence dans ce magnifique auditorium du Moulin de Bé. Et donc, la séance, pour votre information, est filmée. Et donc, il y aura l'occasion de la revoir prochainement sur le site internet de la WAP si vous souhaitez vous repasser Monsieur Depape en boucle. Voilà. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas oublier d'éteindre vos GSM ou de les mettre en silencieux. Un verre de l'amitié sera offert à l'issue de cette conférence et ce sera l'occasion de continuer les débats. Il y a une petite séance de questions-réponses limitée à 15 minutes, mais comme il y a pris un verre de l'amitié, je ne doute pas que si vous avez d'autres questions, vous les poserez à notre conférencier. Et maintenant, je vais céder la parole à Monsieur Depape. Merci. Sachant que la séance de 15 minutes va surtout dépendre du moment où je lâcherai le crachoir. Hein. Et là, vous êtes mal barrés, pour certains d'entre vous qui me connaissez un peu. C'est plus facile de demander de commencer que de m'arrêter. Alors, où est la bazar? Comment ça marche? Oui. Bon, cette conférence, je l'ai divisée en 4 parties. Je vous ferai un petit résumé sur Néandertal, que certains d'entre vous ont sans doute pour certaines diapositives déjà vues. J'en avais déjà parlé à Andenne, pas très loin d'ici. Néanmoins, vous savez, bon, j'en ai récupéré quelques images, vous m'en excuserez par avance, mais si j'étais pas feignant, je ne serais pas directeur, donc c'est un peu comme ça. Ensuite, on parlera un peu des mythes et réalités autour de ce qui est les cavernes. Un zoom sur les grottes néandertaliennes de Wallonie, vu que j'ai compris qu'il y avait un projet important et sérieux sur le sujet. Donc un zoom extrêmement rapide qui s'adressera plutôt aux non-initiés, entre guillemets, pour que vous puissiez voir quelles sont les richesses patrimoniales de la région dans cette thématique particulière. Et enfin, je me permettrai quelque chose d'un tout petit peu plus politique au sens de la recherche scientifique, ce que j'appelle le plaidoyer pour une archéologie des cavités. Commençons par un bref résumé sur notre ami Néandertal, dont voici une gravure qui date d'avant la découverte du fossile néandertalien en 1856. Cette gravure date des années 1830 et représente la grotte Feldhofer, Néandertal Holle, c'est écrit là en dessous, avant même qu'il y ait la découverte du fossile éponyme, vu que cette partie de cette vallée était un lieu de promenade dominicale pour les habitants de la région. Et Néandertal, la vallée de Néander, tire son nom d'un pasteur au XVIIe siècle, Joachim Neumann Néander, en adoptant un profil grec, vu qu'il se piquait de poésie dans cette famille. Ils avaient transformé leur nom de Neumann en Néander, donc l'homme nouveau. Et par une ironie de l'histoire et de l'archéologie, c'est dans cette vallée de l'homme nouveau qu'on a découvert cette nouvelle humanité à l'époque, Néandertal, dans cette grotte Feldhofer. Découverte donc de cette calotte crânienne par des ouvriers carriers, cette grotte ayant été entièrement détruite
pour récupérer le calcaire servant à alimenter les fours à chaud pour les constructions des maisons aux alentours. Donc cette calotte crânienne est récupérée par des ouvriers carriers qui avaient pris l'habitude de donner les ossements qu'ils trouvaient, essentiellement de l'ours des cavernes, à ce monsieur qui se trouve là, Fuhlrott, qui était à ce moment-là instituteur dans la région, mais qui a terminé comme professeur à l'université de Bonn, paléontologue. Et Fuhlrott a eu l'intelligence, en 1856, de considérer que ce crâne avait des particularités qui le faisaient sortir du champ d'Homo sapiens, c'est-à-dire nous. Il est allé voir cet autre personnage, Schaffhausen, qui était professeur à Berlin, toujours en paléontologie, géologie, tout ça a été un peu mélangé à ce moment-là, qui a validé les premières conclusions de Fuhlrott et qui ont très vite diffusé l'information scientifique, comme quoi un être humain avait été découvert dans cette vallée de à Néandertal, en 1856, et que ça a occasionné, ça a généré un certain nombre de questions sur l'homme, sa nature et toute cette sorte de choses. On se rappelle que 1856, c'est avant les publications de Darwin, 1859, et comme vous le savez, dans la première publication de Darwin en 1959, il ne parle pas du tout des humains. Il faut attendre 1871 pour qu'il ose aborder le sujet des hommes. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais on est dans une époque où le dogme religieux est encore prégnant, et inventer une autre humanité à côté de la nôtre est quelque chose d'assez compliqué. Et c'est pour ça que plusieurs savants de l'époque lancent des contre-théories. Il y en a un certain nombre. 2 me paraissent plus amusantes que les autres. La première, là, c'est celle du Cosaque de l'armée Pavlov, 1814, quand les armées du tsar de Russie déferlent vers la France en passant par l'Allemagne. Et ce Cosaque aurait trouvé refuge dans cette grotte pour y mourir, ce qui peut paraître étonnant pour les Cosaques qui n'avaient pas particulièrement cette habitude d'aller mourir dans les grottes. Deuxième hypothèse, ce crâne est un crâne d'Homo sapiens, mais d'un Homo sapiens atteint de crétinisme, comme vous avez ici Joseph le Crétin. C'est le nom officiel de la photographie, c'est pas moi qui le dis. Ce crétinisme qui est un phénomène, un problème médical dû à un manque d'iode et qui était assez important sur l'arc alpin, aussi bien France, nord de l'Italie, Autriche, Suisse et Allemagne du Sud. Et donc ce serait ce crétinisme qui aurait occasionné à ce pauvre habitant de Néandertal cette forme particulière au crâne. Ça ne tient pas très longtemps. Dès 1861, un nom officiel Homo neanderthalensis est donné par King, un anthropologue anglais, et l'aventure des Néandertals commence. Et très vite, on considère, et je vous passe sur les détails, les problèmes philosophiques et religieux, très vite on considère que oui, il y a eu une autre humanité en parallèle à la nôtre, mais qui a disparu. Alors, à quoi ressemble Néandertal ? Voilà une comparaison entre les squelettes de Sapiens à votre gauche et le squelette de Néandertal à votre droite. Je ne vais évidemment pas vous détailler tout cela. Vous avez ça dans de nombreuses publications scientifiques et de vulgarisation. Il y a quand même quelques points à souligner que nous allons voir sur cette, pardonnez-moi, diapositive, avec à droite un néandertalien de type classique et à gauche un Homo sapiens, c'est-à-dire nous, messieurs, mesdames. C'est à ça qu'on est censé ressembler. Bon, il faut reconnaître que ce n'est pas forcément le cas, mais c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, les aspects les différences les plus marquantes, les plus frappantes, c'est le crâne. Je vous montrerai un dessin par la suite. C'est la cage thoracique qui est extrêmement différente, avec chez Néandertal une cage thoracique d'une très grande capacité, des avant-bras plus courts que les nôtres et des mollets, c'est-à-dire des jambes, plus courts que les nôtres. Tout ça est à la fois un caractère génétique ancestral, mais également, et peut-être même surtout, une adaptation à des milieux froids. Plus la surface extérieure du corps se réduit, et moins il y a d'échanges thermiques avec l'extérieur. Donc en milieu froid, on a intérêt à être petit et trapu. Inversement, en milieu chaud,
on a intérêt à être grand et élancé. Vous prenez d'un côté du spectre les Inuits, de l'autre côté du spectre les Maasai, vous avez compris la différence. C'est le principe du radiateur à ailettes qu'on avait dans nos maisons auparavant. C'est exactement la même chose. C'est pour les échanges thermiques. Les tailles des Néandertaliens sont plus modestes que les tailles des Homo sapiens de l'époque, qui étaient des très grands gaillards, parce qu'en provenance directe d'Afrique, et ils devaient ressembler à des Maasai actuels. La taille des, entre guillemets, hommes de Cro-Magnon, c'est autour du 1,80 m. La taille d'un Néandertalien homme, c'est 1,60 m, 1,65 m. Un exemple, peut-être 1,70 m, mais c'est sans doute plus petit que ça en moyenne. En revanche, une masse corporelle importante. 1,60 m, 1,65 m, mais 72 à 80 kg. Un homme trapu par rapport à nous qui sommes censés être des hommes élancés. Le crâne est très différent, on ne va pas le détailler, on va juste en regarder le profil. Avec chez nous, les hommes modernes, sur la droite, un crâne qui est plutôt en forme de ballon de football, c'est plus facile, et chez Néandertal, un crâne qui est plutôt en forme de ballon de rugby, avec quelques caractéristiques intéressantes, l'absence de menton, le front fouillant et un chignon, ici, extrêmement développé à l'arrière du crâne. Après, faisons aussi preuve d'un peu d'humanité et d'humilité. La caractéristique Homo sapiens chez nous du menton proéminent est une caractéristique unique dans tout le développement des différentes espèces humaines. Il n'y a que nous, les Homo sapiens, qui avons considéré qu'avoir un menton, c'était sympa. Les autres n'existent pas. Donc il y a une dérive génétique chez nous qui montre ce menton dit en galoche, ce menton vers l'avant. Comme vous le savez, parce que vous suivez l'actualité scientifique, Néandertal et nous avons commis l'acte, et il y a des croisements entre Néandertal et Sapiens qui font que un petit pourcentage de la génétique néandertalienne se retrouve dans nos gènes à nous. C'est une branche de la paléontologie, l'ADN ancien, qui est assez balbutiement, même si c'est depuis 2010 qu'on a cette preuve. Néanmoins, ça en reste assez balbutiement, avec beaucoup de travaux de recherche sur le sujet, mais également beaucoup de fantasmes, voire de délires aussi sur ce sujet. Bon, il y a une tendance actuelle dont il faut, je pense, en tout cas, beaucoup se méfier, c'est la génétique va répondre à tout. Il y a même eu, au plus haut sommet de l'État en France, il y a quelques années maintenant, la tentation de faire passer des tests génétiques, je vous jure que c'est vrai, à des enfants des écoles maternelles pour voir si, parmi eux, il n'y aurait pas quelques futurs déviants. Ça rappelle douloureusement les thèses du XIXe siècle sur la forme du crâne qui donnait à telle ou telle personne un destin relativement funeste de cambrioleur ou de tueur en série. Bon, la génétique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il n'y a pas longtemps est sorti un truc comme quoi, si certains se réveillent tôt le matin, ce serait un problème de génétique néandertalienne. Bon, ça reste à voir. Il faudrait surtout, pour prouver ce genre de truc, se demander si les insomniaques ont tous une génétique néandertalienne ou pas. C'est-à-dire aller voir chez les Africains de souche, insomniaques, qui, eux, n'ont pas du tout de génétique néandertalienne, comment ça pourrait fonctionner. Donc il faut être extrêmement vigilant à cela. Néanmoins, il faut regarder certaines, je pense, affirmations, même si ça reste des hypothèses sur ce sujet. Particulièrement, je suis très sensible à celle qui établit qu'une génétique néandertalienne serait responsable de notre sous-couche graisseuse cutanée ventrale. Quand ma compagne me pose la question, ça me permet de lui dire « c'est pas ma faute, c'est à cause de Néandertal ». Alors, ce Néandertal a vécu pendant un temps assez long, même très long, vu que sa durée d'existence en tant qu'espèce,
Les tout premiers néandertaliens, au sens biologique du terme, c'est autour de moins 350 000, et ils disparaissent vers moins entre 40 000, 45 000, 35 000, quelque part par là. Alors, j'ai déjà montré ce graphique à certains d'entre vous. Ça permet de se projeter dans le temps, parce que 300 000 ans, ça ne signifie pas grand-chose. 300 000 ans, ça ne signifie pas grand-chose à nous, qui avons des projections dans le temps qui se limitent à 2-3 générations en arrière et 1 ou 2 générations en avant. En général, sauf si on est généalogiste, on s'intéresse à ses grands-parents, voir ses arrière-grands-parents, et on va jusqu'à ses petits-enfants, voir ses arrière-petits-enfants. Et après, ça s'arrête là. C'est notre perception d'Homo sapiens qui est comme ça. Donc, sur ce graphique qui est très laid, parce que je suis un très mauvais dessinateur déaoïste, nous sommes là. Chaque espèce de machin noir, c'est une silhouette. Hein, c'est une génération humaine. Chaque silhouette représente une génération humaine. On est là. Ici, nos parents, nos grands-parents. Ici, Jésus-Christ ou Jules César, ça dépend de vos options. Ici, la grotte de Lascaux. Comme on est en préhistoire, la grotte de Lascaux, ce n'est pas du tout néandertalien, mais au moins on se situe un petit peu. Vous voyez déjà le nombre de générations qu'il y a entre nous et la grotte de Lascaux. Une page comme ça, c'est 2500 générations. Une image, là, c'est 2500 générations. Ici, on est sur la grotte Chauvet, la grotte aurignacienne, la grotte Chauvet. Il y a quasiment autant de temps entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous. Ça vous donne déjà une idée de la profondeur de la préhistoire, qu'on a tendance à rassembler, nous, sur un unicum. Chauvet, Lascaux, c'est pareil. Non, il y a autant de temps entre Chauvet et Lascaux qu'entre Lascaux et nous. Et ici, là, on a nos néandertaliens, ici en bleu, ici en dessous. OK ? Et on va défiler un petit peu tout ça. Donc chaque génération, chaque page, 2500 générations. Donc on va nous défiler un petit peu ça. Voilà. On est autour de moins 45 000, là, au début de l'image, là-bas. C'est le bouton, là. Voilà, là c'est moins 45 000. Hop, une autre page encore, avec encore 2500 générations. Chaque fois, je vous ai mis une petite citation en dessous pour ne pas que vous vous endormiez, hein, parce qu'il y aura une interrogation après. Hein. Voilà, on avance dans nos générations, et tout ça, c'est des générations de néandertaliens. Ouais, bah c'est vrai. Hein. Tout ça, c'est des générations de néandertaliens. Et c'est encore des générations de néandertaliens qui arrivent quelque part par là. Vous voyez, ça fait quand même 8 pages de générations de néandertaliens qui se sont succédés, essentiellement en Europe occidentale, pas en même temps partout. C'est différent entre l'Italie, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Europe centrale, etc., etc. Mais la durée de vie de l'espèce néandertale, c'est ça. Et tout ça dans des environnements qui sont, même s'il y a des phases de réchauffement et de refroidissement plus importantes, qui sont quand même des environnements globalement froids et secs. Globalement froids et secs. Avec une particularité, là on a un graphique des 120 000 dernières années, avec une particularité d'avoir des coups de froid et des coups de réchauffement, comme vous les voyez ici. Alors là, je vous ai mis les températures, hein, avec parfois ici, dans un réchauffement interglaciaire qu'on appelle l'émien, un climat aussi chaud que l'actuel, aussi tempéré plutôt que l'actuel, mais parfois, donc on est à 11 degrés de moyenne annuelle. Roulons encore un peu en bagnole et on va arriver à la voir, hein, c'est 11 degrés, ne vous inquiétez pas. Mais parfois, plus froid. Et parfois même très froid, comme ici, ce qu'on appelle le maximum glaciaire, où toute vie dans nos régions devient impossible. Dans ces années-là, excusez-moi, j'ai été trop vite. Dans ces années-là, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus d'hommes préhistoriques dans nos régions, c'est-à-dire Belgique, nord de la France, est vide de toute présence, simplement parce que la calotte glaciaire arrive à la hauteur de Londres. Et on ne vit pas à côté de la calotte glaciaire, ce n'est pas possible. Ces variations climatiques, nous sommes maintenant ici, vous voyez, dans ce moment interglaciaire relativement chaud, et surtout, relativement, même si on n'en est pas complètement conscient, relativement stable.
Ces réchauffements et ces coups de froid, évidemment, ça a des conséquences sur le peuplement. Avec deux théories, soit des migrations vers le sud des populations qui voient arriver le froid qui arrive du nord, winter is coming, pour les plus fanatiques d'entre eux, soit une disparition sur place. Il y a deux écoles là-dessus qui s'opposent un peu. Moi, je suis plutôt partisan de l'hypothèse de la disparition locale d'un certain nombre de populations et non pas de leur migration vers le sud, qui, on a échangé là-dessus tout à l'heure avec Fernand Collin. La migration vers le sud me semble non seulement peu attestée par l'archéologie, et surtout me semble être un réflexe des Homo sapiens du XXe siècle qui partent en vacances vers la Méditerranée. Ce n'est pas forcément comme ça que ça se passait. Les environnements ressemblent plutôt à ça, donc des clans, sans doute assez, avec une faible démographie, 15, 20, 25 personnes dans un clan néandertalien, ce qui est peut-être le problème démographique à l'origine de leur disparition, vu que nous, les Homo sapiens, on pense que les groupes sont plus importants. Quand on regarde les sites archéologiques de plein air sapiens et les sites archéologiques de plein air néandertal, les sites sapiens sont en général beaucoup plus importants, beaucoup plus grands, donc peut-être plus de monde. Il y a peut-être quelque chose qui se passe là-dessus, mais bon, je ne vais pas parler de ça, vu qu'on a déjà évoqué ça à d'autres endroits. Et donc, disparition des néandertaliens dans nos régions, remplacés par les Homo sapiens, que vous avez là, donc des grands blacks. Ils arrivent d'Afrique avec un petit peu de pérégrination, évidemment. Ici, c'est cette image romantique avec un Homo sapiens aurignacien qui tombe sur le crâne d'un néandertalien abandonné dans une grotte. Très romantique, c'était la minute où vous pleurez, là, normalement. Et bon, raté. Avec un hiatus, sans doute. Avec Kevin Dimodica, on avait déjà travaillé là-dessus, il y a pas mal d'années maintenant, et on constate un hiatus entre l'arrivée des premiers Homo sapiens et la disparition, sans doute 2-3 000 ans avant, des derniers néandertaliens dans nos régions. Quand je parle de nos régions, c'est Belgique, nord de la France. Il y a un trou de 2-3 000 ans. Donc, quand les Homo sapiens sont arrivés, ils sont certainement arrivés, en tout cas c'est ce qu'on pense, dans un désert humain. Il n'y avait plus personne à cet endroit-là. Ce n'est pas forcément le cas partout. Peut-être que dans le sud-ouest de la France, il restait des néandertaliens, mais ce n'est pas très sûr. Mais en tout cas, dans le nord de l'Europe, il semble assez évident qu'il n'y avait déjà plus de néandertaliens quand Sapiens est arrivé. Alors vous allez me dire, mais comment ils ont fait pour se croiser alors? Parce qu'en théorie, il faut quand même bien être assez proche. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a expliqué quand j'étais petit. Mais sans doute que ces croisements se sont faits ailleurs et bien avant. Et dans l'état actuel de la recherche, ces croisements sapiens-néandertal, c'est plutôt au Proche-Orient, plutôt dans les années 70 000, 80 000, où vivaient, où non seulement coexistaient, mais cohabitaient deux populations, les sapiens et les néandertaliens, au point que si on n'a pas les fossiles humains, on n'arrive pas à différencier les sites archéologiques sapiens et les sites archéologiques néandertaliens. Je rappelle que ce sont deux sous-espèces, et très proches, vu que la descendance est fertile, à l'inverse de l'âne et du cheval, parce que le mulet est stérile. Là, la descendance est fertile, à la limite de la fertilité, mais on ne va pas s'étendre là-dessus, mais reste fertile, sinon on n'aurait pas des gènes néandertaliens dans notre patrimoine génétique. Et c'est assez intéressant de constater qu'au Proche-Orient, avec l'actualité récente et même des années précédentes, deux sous-espèces coexistaient et cohabitaient. Comme quoi tout espoir n'est pas perdu. Alors, ces hommes de Néandertal ont donné lieu à des tas de fantasmes divers et variés. Je vais vous montrer quelques images sur le sujet très rapidement, avec systématiquement, jusqu'il y a peu, l'image de gens assez bruts, assez sauvage. Comme vous l'avez ici, c'est la toute première représentation d'un néandertalien. C'est 1873 et non pas 1973, comme je l'ai écrit là. Je devais avoir bu ce jour-là. Donc c'est bien 1873, avec cette première représentation imagée d'un homme de Néandertal qui est à l'entrée de sa caverne, parce que forcément, ils sont toujours dans des cavernes.
Il a une peau de bête, donc c'est déjà un petit quelque chose. Il a une espèce de hache emmanchée à la main, qui fait plus néolithique qu'autre chose d'ailleurs, hein. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a préfiguré la domestication. C'est assez étonnant, cette image d'un certain Griset. C'est un Anglais, contrairement à ce que son nom pourrait faire croire. Mais il laisse tous ses déchets ici, et Madame Néandertal est en train de se reposer là derrière. Ce n'est pas une remarque à caractère sexiste, hein, c'est juste la description de l'image. Alors que lui, l'homme, surveille la plaine, surveille la vallée, sans doute pour se garantir de l'arrivée d'ennemis ou de bêtes sauvages. 1909, suite à la découverte de la chapelle aux Saints, cette gravure extrêmement célèbre qui montre un Néandertal extrêmement simiesque, pour le coup, avec la massue, parce que le mythe de la massue fait aussi partie des grands mythes de la préhistoire, hein. La massue, vous vous rappelez que c'est l'arme de la brute, hein. C'est l'arme du sauvage, c'est l'arme de la brute, c'est aussi l'arme qui ne coûte pas cher à fabriquer. Et notre brave Néandertal de la chapelle aux Saints, avec une tête extrêmement simiesque, a un regard derrière cette paroi rocheuse sur également toute la vallée à son pied. Cette façon de se représenter Néandertal, parce qu'on ne va pas passer des heures là-dessus, change avec le temps. Et depuis les années 1980-1990, il y a un autre regard sur Néandertal qui l'humanise beaucoup plus. Quand je dis qu'il l'humanise, c'est qu'il le rapproche de nous, Homo sapiens. Il faut se rappeler que l'arrivée de Néandertal dans un cortège d'espèces a quand même posé pas mal de soucis religieux, mais aussi philosophiques. Nous ne serions donc plus l'objet de la création. Un peu compliqué quand même. Et donc il fallait aussi inférioriser Néandertal pour conserver notre supériorité biologique sur les autres. Tout en sachant que la préhistoire est d'origine, en termes de discipline scientifique, typiquement occidentale, ça permettait aussi, par comparaison, d'affirmer notre supériorité de colonisateur sur tout un tas de populations, surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il ne faut pas perdre ça de vue. Rappelez-vous que Jules Ferry, qui a non seulement créé l'école de la République, mais aussi a dit pas mal d'âneries, était arrivé à affirmer, je vous le fais de mémoire, que nous avons le devoir d'aller civiliser les races inférieures. Il parlait de l'Afrique centrale. Rappelez-vous toutes les théories raciales de Gobineau et d'autres, dans la seconde moitié du XIXe siècle, qui ont servi de base, parce qu'elles étaient très diffusées en Allemagne, à des idéologies fleurissant entre 1930 et 1945. Je ne vais pas faire d'antinazisme primaire, mais c'était quand même assez compliqué. Et il reste à fond comme ça. Il reste à fond comme ça. Donc, pour le moment, on a eu tendance, par effet de balancier, à humaniser Néandertal. Et là, vous avez une dermoplastie d'Elisabeth Dennes qui ornait l'exposition Néandertal au Musée de l'Homme, avec une néandertalienne qui s'appelle Kinga, au demeurant, et qui est habillée par Agnès B. pour lui donner un look contemporain. La question qui se pose quand même, c'est est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin aussi ? Parce qu'on a lu aussi des articles extrêmement poussés, autant que peu argumentés, sur les Néandertaliens qui se réfugient dans le nord de la Russie, ou dans le sud de l'Espagne, à Gibraltar en l'occurrence, pour échapper aux hordes Homo sapiens, vu qu'on a tellement honte d'être nous, qu'on est forcément devenus les sapiens qui allions exterminer les Néandertaliens, qui, eux, par pacifisme, se réfugiaient dans des zones extrêmes pour nous échapper. Bon, tout ça est un peu, sans doute, délirant, mais comme tout ce qui est excessif est insignifiant, on va rester sur les faits archéologiques. Malgré cette réhabilitation des Néandertaliens, il reste encore quelques, entre guillemets, remugles sur le sujet. Alors celui-là, je ne m'en lasse pas. Ariel Dombal, qui nous chante « Fais-moi l'amour à la Néandertal », avec ici un gorille type King Kong. Donc on voit un peu le genre de référence, un peu zarbi. Et dans le clip qui accompagne la chanson, le clip vidéo, bon, je vous passe Ariel Dombal, on s'en fiche un peu. Le gars qui est censé être un néandertalien là-bas, et tout ça en arrière-fond sur une photo de la salle des taureaux de la grotte de Lascaux. Il y a quand même un petit problème, quoi, parce que les Néandertaliens avaient disparu au moins 20 000 ans avant la grotte de Lascaux.
on va dire que ce n'est pas très très grave. Il faut se rappeler également qu'en anglais, aussi bien anglais d'Angleterre qu'anglais anglo-saxon et anglais américain, le terme néandertal désigne, oui, une espèce fossile, comme en Europe, évidemment, mais également est une injure. En anglais, néandertal, c'est un conservateur, un être brusque, un être brut, enfin une brute, frustre, non civilisé. Le terme néandertal en anglais signifie ça. Et on peut se balancer cette injure sans aucune difficulté, comme vous le voyez dans cette citation authentique, qui se trouve ici au-dessus. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est parce que je regardais un jour de repos dominical avec une soirée du samedi un peu agitée. On a juste envie de regarder une connerie comme tout le monde. Et je regardais un truc qui s'appelle Miss Détective. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce machin-là, avec Sandra Bullock. Et à un certain moment, elle dit « Ah, ces gens-là, c'est des Néandertals ». C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de ça. C'est marrant. Donc ça reste dans les traditions anglo-saxonnes de s'accuser, de s'insulter de Néandertal. Alors, on va passer à la suite, les mythes et réalités autour des cavernes. Vous le voyez, même boire un coup n'y échappe pas. Très tôt, dans notre histoire occidentale, la brutalité, la sauvagerie de certaines populations est associée aux grottes, aux cavernes, aux cavités au sens large. Là, vous avez un miroir du monde, il est conservé à la BNF à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, qui date de la fin du XVe ou du début du XVIe, quelque part par là, qui montre, qui explique le mythe de l'homme des bois. Donc il y a plein de contes qui tournent autour de ça, pour ceux qui s'intéressent un peu à la mythologie et aux contes. Il y a Saint Jean l'ours, etc., etc. Enfin, Jean l'ours, vous connaissez sans doute tous ces contes-là. Et ici, cet ouvrage, qui se veut être un ouvrage scientifique, début XVIe, fin XVe, montre quoi? Montre des populations, vous les avez là, d'hommes sauvages. Ils ont évidemment des massues, ils n'ont que ça, les pauvres. Il y en a un qui a une flèche quand même, il a utilisé un arc à flèche. Et ces populations d'hommes sauvages habitent où? Ils habitent évidemment dans des cavernes. C'est le mythe de l'homme des cavernes qui commence très tôt en Europe occidentale. Vous voyez que ça commence avant même l'invention de la préhistoire en tant que discipline scientifique. Comme l'image de droite que vous avez là. Alors évidemment, c'est un peu petit, mais faites-moi confiance, c'est avril 1838. Alors oui, Schmerling avait déjà trouvé des hommes préhistoriques dans les grottes de Flémal, aux Aouir et tout ça, mais l'article qui accompagne ça, l'homme fossile, ne fait absolument pas référence à de l'archéologie. C'est juste un type, en 1838, qui parle d'une humanité qui existerait avant la nôtre. C'est la théorie des pré-adamites, que vous connaissez sans doute, vu que la Bible est un peu obscure sur le sujet, qu'est-ce qu'il y avait avant Adam, etc., etc. Et donc, depuis le Moyen-Âge, il y a une théorie des pré-adamites. Et dans cet article, ce gars dit, voilà, les pré-adamites, les hommes fossiles, c'est publié dans le Magasin universel, les hommes fossiles, ils devaient ressembler à ça. La théorie des pré-adamites a eu beaucoup de succès au XIXe, vu que ça permettait d'y coller les Africains, les aborigènes australiens, qui étaient eux des pré-adamites, alors que nous étions les descendants d'Adam et Ève. Donc cette théorie-là était importante à cette époque-là. On continue. Là, on est sur des moments où de l'archéologie existe. Là, c'est 1878 de mémoire. Qu'est-ce qu'on lit dans cette publication de Bayard? C'est une encyclopédie à caractère de vulgarisation, comme il en fleurissait beaucoup au XIXe. Les hommes préhistoriques, c'est écrit là, ils habitaient des cavernes. On ne pouvait pas imaginer qu'ils puissent habiter ailleurs. Et à droite, vous avez un manuel scolaire de 1953, dont la co-autrice est Mona Ozouf, que vous connaissez sans doute comme historienne, et qui a coécrit ce manuel scolaire. Et donc, il y a très longtemps, je vous cite, il y avait déjà des hommes dans notre pays. Ils s'habillaient de peau de bête et habitaient des cavernes creusées dans le roc. On est toujours sur le même type de fonctionnement, l'homme des cavernes.
Et même très maintenant encore, ça je l'ai récupéré sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps, c'est quoi? C'est des hommes préhistoriques qui font un selfie, et ils le font où? Dans leur grotte, évidemment. Ça, c'est la mythologie de l'homme des cavernes, alors que la réalité, elle est très différente. La réalité, c'est le plein air. Mais le problème des sites de plein air, on voit aussi quelques-uns qui ont été fouillés en France, je parle que de sites du Paléolithique moyen, c'est-à-dire des sites néandertaliens. Le problème des sites de plein air, c'est qu'il faut les découvrir. Et que souvent, ils sont sous plusieurs mètres de sédiments. Alors que les cavernes, c'est entre guillemets plus facile. Ce qui me permettra de faire une transition tout à l'heure vers mon plaidoyer pour une archéologie des cavités. Néanmoins, l'immense quantité, la majorité des sites archéologiques préhistoriques sont des sites en plein air. Et voilà à quoi ressemble la fouille d'un site du Paléolithique moyen en plein air. On est dans un village qui s'appelle Havrincourt, c'est entre Cambrai et Amiens. Et là, nous avons, l'archéologue Émilie Goval en charge de cette fouille a fouillé quelques milliers de mètres carrés de sites Paléolithique moyen et Paléolithique supérieur. Nous allons, l'année prochaine, qui est très proche maintenant, parce que plus ça avance et plus on s'en rapproche, fouiller, toujours dans ce secteur-là, dans le cadre des travaux du canal Seine-Nord-Europe, d'autres sites de cette période-là, du Paléolithique moyen, dont le premier que nous allons commencer, au mois de mai, je pense, fait en superficie environ 40 000 mètres carrés. Et il y a 4 niveaux. Là, c'est plutôt pour les archéologues dans la salle, pour vous donner une idée de la complexité de ce type d'opération archéologique. Mais les Néandertaliens, ils habitent quand même plutôt en plein air et sans doute dans des choses de ce type-là. Ça, c'est la reconstitution d'un site archéologique à Poitiers, lieu dit La Folie, station d'épuration, qui, 60 000 ans auparavant, était l'emplacement d'un campement néandertalien. Alors, je vous passe le détail sur les méthodes et techniques qui nous ont permis d'inférer cette reconstitution, mais globalement, derrière une espèce de palissade en matériaux légers, on est sur un climat froid, mais sec. Donc, il y a peu de précipitations. En revanche, il y a du vent, il faut s'en protéger. Derrière une palissade en matériaux légers, soutenue par des poteaux calés par des petits blocs de pierre, on a des zones d'activité. Ici, on taille du silex. Là, on racle une peau. Ici, on taille du silex autour d'un foyer. Celui-ci, il taille du silex à l'extérieur du campement temporaire. Il a peut-être été puni, on ne sait pas. Et ici, on a mis en évidence une zone de repos, une zone de couchage. Simplement parce qu'on a mis en évidence en géomorphologie, grâce à la présence d'abondants phytolithes, une zone où il y avait beaucoup d'herbes coupées, sans doute coupées, qui devaient permettre d'être un isolant par rapport au sol. Passons à la troisième partie sur les grottes néandertaliennes de Wallonie. Alors là, j'ai essayé de faire un petit répertoire, mais vous le connaissez mieux que moi, des grottes, il y en a 8, qui sont les grottes à fossiles dont vous avez déjà parlé tout à l'heure. Alors, voilà leur localisation, mais vous la connaissez mieux que moi, cette localisation. Elles sont dans l'ordre de leur découverte. Il n'y a pas d'ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre par province, par canton, arrondissement, quoi que ce soit. C'est juste un peu l'ordre des découvertes et l'ordre des fouilles. Donc c'est évidemment tout à fait contestable. On commence par Schmerling. Dans les ancêtres des préhistoriens belges, il y a au XIXe siècle 2 grands noms dont il faut se rappeler, c'est Schmerling et Dupont. Alors, Dupont, pour ceux qui étaient à Goyet tout à l'heure, on en a déjà un peu parlé. Schmerling, on en a un peu parlé tout à l'heure, grâce à votre introduction. Il faut savoir que ces gens ont fondé la recherche préhistorique en Belgique, mais pas que. Et Schmerling, dont vous avez une litho ici, a publié, lui, un certain nombre de documents, dont un ouvrage dans lequel il fait dessiner cette calotte crânienne et des éléments ici, quelques dents, fragments de maxillaire, qui sont les premières découvertes de Néandertaliens en Europe et donc au monde, vu qu'il n'y en a qu'en Europe.
encore en Eurasie. Malheureusement, non seulement Schmerling meurt très tôt, 1836, il décède en 1836, un peu après la publication de ce bouquin-là. Si mes informations sont correctes, mais Michel Toussaint me reprendra, si je me trompe, un deuxième ouvrage était en préparation et n'a jamais été publié. Et surtout, il est trop tôt dans l'évolution des mentalités. Néandertal, la découverte de Néandertal, c'est 20 ans après le décès de Schmerling. Là, il est possible que lui-même n'ait pas osé imaginer qu'il puisse y avoir d'autres Homo que sapiens. D'autant plus, c'est un crâne d'enfant qui ne présente pas encore les caractères extrêmes des Néandertaliens. C'est-à-dire, dans ce cas-là, vu que c'est une calotte, les bourrelets suborbitaires, qu'on voit quand même un peu ici, mais moins développés qu'un adulte. Alors voilà le crâne en question. Il est conservé à Liège, à l'Université de Liège. La Nolette, là, c'est une fouille de Dupont. Ah oui, vous l'avez lu, mais j'ai oublié de le dire. La datation d'Angis est extrêmement complexe, parce que ce sont des fouilles dites de l'époque, avec une attention portée sur l'objet, mais des méthodes de datation qui ne sont pas les nôtres. Schmerling avait néanmoins mis en évidence qu'il y avait une association d'hommes avec de la faune disparue, et que pour lui, c'était antédiluvien, c'était avant le déluge. Ces notions seront reprises par Boucher de Perthes, dans la vallée de la Somme, une vingtaine d'années plus tard. Vers 1848, Boucher de Perthes, récupérant les travaux de Schmerling, mais on n'est pas certain qu'il les connaissait en réalité, aboutit aux mêmes conclusions. On arrive donc à la Nolette, Édouard Dupont. Édouard Dupont est un personnage fascinant parce que Édouard Dupont, très jeune, il avait une petite trentaine, peut-être même pas, arrive à convaincre le gouvernement belge de l'époque de le subventionner, de le financer pour fouiller, pour trouver et fouiller des sites, des grottes de la vallée de la Meuse. À ma connaissance, c'est la première fois qu'un État finance des campagnes archéologiques. Bon, j'ai un petit doute sur la Russie parce que le tsar de Russie, Alexandre, émet un oukase en 1861 pour la protection du patrimoine archéologique russe, de l'Empire russe, et sur la fouille. C'est le premier qui définit comment il faut fouiller et pourquoi il faut demander une autorisation. Donc peut-être que lui, mais c'est difficile parce que mes collègues russes n'ont pas beaucoup avancé sur ce sujet historique. Néanmoins, là, Édouard Dupont se fait financer par le gouvernement belge et fouille un certain nombre de grottes dans la vallée de la Meuse, la vallée de la Lesse, etc. Et à la Nolette, donc dans les 8 grottes dont je vais vous parler très très rapidement, à la Nolette, il découvre des restes humains néandertaliens. La datation est extrêmement complexe, peut-être avant 120 000, donc peut-être au niveau de l'interglaciaire émien dont on a parlé tout à l'heure, peut-être un peu avant, très compliqué. Néanmoins, la grotte de la Nolette est importante parce que vous voyez que je vous ai mis ici une séance du 18 juillet 1867, donc juste un an après la découverte par Dupont de ces restes humains à la Nolette, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'information scientifique circulait beaucoup et très vite. Eh bien, Gabriel de Mortillet, qui est un grand préhistorien de l'époque, un des patrons de la préhistoire de l'époque, publie une note dans la Société anthropologique de Paris sur la mâchoire de la Nolette et établit que cette mâchoire est extrêmement importante. Donc, dès 1867, cette découverte wallonne rayonnait sur la France. Voici une photo de Dupont, Édouard Dupont, qui est mort en 1911, en France d'ailleurs, à Cannes, et des découvertes à Goyer. 1868, c'est aussi une fouille Dupont, avec la découverte de restes humains, qui sont maintenant augmentés, donc ça c'est ce que lui a trouvé, augmentés par des découvertes réalisées dans les collections conservées à l'Institut royal des sciences naturelles. Puisque Dupont a été subventionné par le gouvernement belge, est devenu par la suite le directeur de mémoire de l'Institut royal des sciences naturelles, et les collections Dupont sont conservées à l'Institut, ainsi que les collections de Spie et d'autres d'ailleurs, pour partie en tout cas. Et des collègues ont récemment refait des inventaires de tout ça et ont retrouvé d'autres ossements humains. Mais on ne va pas avancer là-dessus, on fait juste le petit répertoire. La grotte de Spie, qui ne la connaît pas?
Moi, je me rappelle que quand j'étais à l'école primaire, dans mon bled à La Haveille, oui, ça existe, eh ben, notre prof à l'école primaire, Madame Dortu, je me rappelle encore, nous parlait de l'homme de Spie. L'homme de Spie, pour elle, c'était la quintessence de la préhistoire, quoi. Tout était l'homme de Spie. Bon, elle n'avait pas complètement tort. L'homme de Spie, c'est hyper important parce que, bon, 2 néandertaliens adultes découverts en 1886, d'autres dans les reprises de collection, qui sont toujours en cours actuellement. L'homme de Spie, lui, pour le coup, il y a eu des campagnes de datation. Un des responsables traîne dans cette salle, d'ailleurs, je le vois là. Il y a eu des campagnes de datation qui ont été refaites sur ces ossements. Une première campagne avec une datation très récente, une deuxième campagne avec une datation un petit peu plus ancienne, mais on reste quand même sur la fin du Paléolithique moyen avec l'homme de Spie. C'est un petit peu avant la disparition définitive des Néandertaliens. Autre importance de l'homme de Spie, des découvertes de Depeut et de l'Ouest à Spie, c'est que là, même s'ils n'osent pas l'affirmer totalement, on a, pour la première fois, en 1886, ils en parlent en 1887, des indices qu'il s'agirait d'une sépulture. Et là, c'est extrêmement important. Et ça, la communauté scientifique rayonne, enfin ça rayonne au niveau de la communauté scientifique, parce que jusque-là, c'est un homme singe, c'est une brute. Mais un homme singe, ça n'enterre pas ses morts. Si on enterre ses morts, c'est qu'il y a une pensée spirituelle derrière, peut-être même un rituel organisé, au minimum de la métaphysique. Et donc là, Néandertal change un petit peu de statut. On n'est plus sur l'animal, hominisé un petit peu, on est sur un humain qui enterre ses morts, et là, on change de statut. Et ça, la première, c'est à Spie, et c'est confirmé après par La Chapelle-aux-Saints, en France, en Corrèze, mais en 1909. Fond de forêt, un peu moins connu, cette grotte de fond de forêt, c'est du Schmerling également, avec des fouilles qui ont été reprises par la suite. Un fémur, dent, il y a une dent aussi, pas datable. Trou de l'abîme, également une fouille 19e siècle, Sarcouvin, j'ai oublié de le mettre, Sarcouvin, une molaire déciduale, une dent de lait, quoi. Là, il y a une datation plus récente, enfin, faite plus récemment, évidemment, pas en 1897. On serait sur du 44 000, 46 000, autour de là. Alors, je vous passe les détails de calibré ou pas calibré, tout bazar, c'est des trucs hyper spécialisés. Mais on est une fois de plus sur plutôt du récent, même si c'est 45 000 ans, dans le Néandertal en tant qu'espèce humaine. Skladina, c'est un site majeur. Un site majeur. Découverte en 71, des fouilles de l'Université de Liège. On a certains d'entre nous, ici, ont usé pas mal de fonds de culotte et se sont abîmés pas mal d'articulations. Dominique Bonjean continue l'exploitation scientifique de cette grotte. Dominique, il est là quelque part. Je ne le vois pas. Voilà, il est là, sous vos applaudissements. Il y a 2 niveaux archéologiques en place, ce qui est hyper important. La stratigraphie a été étudiée par M. Pierson, entre autres, qui est là aussi. Voilà. Il y a de l'humain, un enfant, enfin une enfant, qui est datée autour de 110 000. Donc là, il y a un saut temporel par rapport à ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, où c'était du Néandertal plutôt récent. Là, on est sur des Néandertal un peu plus anciens. Ça fait quand même 60 à 70 000 ans de différence quand même, quoi. C'est également le seul site qui soit encore en cours d'exploitation scientifique sur le terrain, en cours de fouilles. Et je pense que ces fouilles vont encore durer un certain temps. Et ça, c'est important. Voilà l'enfant de Sclin. C'est la dernière publication qui a été faite, une superbe publication, je la conseille à tout le monde, ainsi que la visite de l'espace muséal d'Andenne. Et sur la page de gauche, en provenant, les restes humains qui ont été découverts à ce jour à la grotte de Sclin. Et enfin, rapidement, on termine avec Walou. Là, il y a une fouille qui a été reprise il y a quelques années par Christelle Drelly.
Il y a quelques restes humains, il y a une prémolaire gauche adulte, et la datation est autour de 40 000. Donc là, on revient sur des choses un peu plus récentes. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de tout ça? C'est que globalement, les fouilles sont anciennes, à l'exception de Walou. La publication est de 2006 ou 2009 de mémoire. Les fouilles se sont arrêtées au début des années 2000. Et Sclain, qui est toujours en cours de fouilles. Alors on pourrait rajouter Couvin. Il y a eu des fouilles relativement récentes dans l'histoire de l'archéologie à Couvin. Mais comme ces fouilles sont anciennes, par rapport à ces sites néandertaliens à fossiles, mais aussi par rapport aussi éventuellement à d'autres, on a des petites difficultés documentaires, évidemment. Alors heureusement, pour un certain nombre d'entre elles, le mobilier a été conservé. On parlait de Spie, on parlait de Goyet, il y a du mobilier qui est conservé. Mais on a des problèmes de datation. Et c'est pour ça que s'il y a un projet à Goyet d'aller refaire quelques carottages à visée paléo-environnementale d'un côté et datation de l'autre, ça pourrait être extrêmement intéressant si on arrive à recorréler ça avec le mobilier qui est conservé actuellement à l'Institut. Donc, on a une difficulté sur le sujet. Même si Goyet et Spie, le mobilier est pour partie relativement bien conservé, il y a quand même des endroits où le mobilier a été très mal conservé. Ce problème-là, il n'est pas belge, il n'est pas wallon, il est international. Si on prend l'exemple de la France, que je connais un peu quand même, les fouilles du 19e siècle, et il y en a eu beaucoup, ou du début du 20e, il y a énormément de mobilier archéologique qui a disparu. Énormément. Il y a quelques années, j'ai fait des recherches sur les fouilles d'un gars qui s'appelle Victor Comon, qui est mort en 1918, qui a fouillé des dizaines de sites paléolithiques dans la région d'Amiens. Je n'ai quasiment rien retrouvé. Tout a disparu. C'est certainement quelque part, dans le fond d'une cave. J'ai eu une piste dans un château d'un Vaison de Praden, qui est un archéologue des années 30, qui aurait racheté une partie de la collection Comon. Le propriétaire actuel m'a répondu par téléphone que oui, il y avait des vieux cailloux chez lui dans des armoires, mais que non, je ne pouvais pas aller les voir. Donc là, le problème était résolu. Il y a certainement des choses qui traînent dans les coins, et on espère que ça ne sera pas foutu à la décharge le jour où ça ne plaira plus. Il y a également une difficulté avec l'archéoanthropologie. Alors oui, les ossements sont là, mais sur certains d'entre eux, on peut encore faire de l'ADN, ceux qui sont conservés dans les musées, je veux dire. Sur d'autres, on ne pourra plus. Parce que certains ont été tellement manipulés par nous, les Homo sapiens, que l'ADN est totalement pollué. Et puis, il y a aussi quelque chose à voir autour des structures archéologiques potentielles. Les structures archéologiques, c'est quoi? Ça peut être des foyers, mais ça peut être aussi des aménagements à l'intérieur d'une grotte. Et ça, on peut craindre qu'un certain nombre de nos prédécesseurs archéologues soient, entre guillemets, passés à travers, sans les voir ou sans y faire trop attention. Il faut se rappeler que l'objet était quelque chose d'extrêmement important pour eux et qu'ils recherchaient beaucoup les objets et les beaux objets. En revanche, comme autre enseignement, et là on est sur de l'historique, il y a ce sujet majeur, selon moi, qui est l'ancienneté de la recherche préhistorique en Wallonie. Et ça, c'est extrêmement important. Alors oui, il y a Schmerling, le premier découvreur d'un Néandertal, même s'il ne l'a pas identifié tel quel. Je suis enclin à croire, mais peut-être que je rêve, que si Schmerling avait vécu 10 ou 15 ans de plus, il aurait identifié quelque chose sur le sujet. Il faut se rappeler qu'il était médecin. Il y a Dupont aussi, qui a énormément travaillé. Dans certains cas, ces relevés sont encore exploitables, dans d'autres non, malheureusement. Et puis, il y a toute une école préhistorique qui s'est construite en Wallonie autour essentiellement de ces cavités karstiques, de ces grottes. Pourquoi une archéologie dans les grottes? C'est quand même plus simple à découvrir que les sites de plein air. Tout à l'heure, je vous ai parlé du site d'Avrincourt que je vous ai montré, et des sites que nous allons fouiller là, et on en a 5 qui font entre 20 000 et 40 000 mètres carrés.
On en a 5 à fouiller à partir du mois de mai l'année prochaine. Il y en a certains qui descendent jusqu'à 8 à 12 mètres de profondeur. Alors on profite des travaux d'aménagement d'un canal qui va descendre extrêmement profond, mais la simple découverte de ces sites-là est extrêmement complexe et nécessite des moyens techniques et mécaniques extrêmement lourds. Les grottes, c'est un peu plus facile à découvrir. Deuxième intérêt, enfin, il faut se promener dans la nature, il faut faire les vallées, il faut vérifier tout ça. C'est de la spéléo, mais ça se fait. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de Dominique Bonjean, la grotte de Sclin a été découverte par un cercle de spéléo. C'est bien ça, hein? Voilà. Donc, l'archéologue qui veut faire de l'archéologie karstique, enfin des cavités, doit travailler avec des spéléologues. L'archéologie en grotte est une archéologie dite de programme, donc ça peut durer très longtemps. La première fouille de Sclin, c'est 78, si ma mémoire est bonne, ou 77 ou 78, quelque part par là. Et il y a toujours des fouilles en cours. Donc, un des intérêts majeurs de ce type d'archéologie, c'est que ça permet de former des étudiants. On parlait tout à l'heure de la formation des archéologues. S'il y a bien un lieu où on peut former des préhistoriens, c'est là. Donc, ce n'est pas que de la découverte scientifique, c'est aussi un lieu de formation. Ça permet également un investissement d'équipes scientifiques dans la durée. Parce qu'on sait qu'il y a un espace à fouiller, on sait qu'on va le fouiller pendant un certain temps, eh bien on peut s'investir scientifiquement plutôt que de sautiller d'une thématique à l'autre. Et ça, c'est extrêmement important parce que l'archéologie actuelle est pluridisciplinaire et ne peut être construite, ne peut être imaginée que par une équipe avec des représentants de différentes disciplines. Mais ces gens-là doivent avoir un sujet d'étude qui leur permette de s'inscrire de manière pérenne pour leur activité. Les grottes également, ça c'est de la géologie, permet la conservation des restes de faune. Parce que c'est quand même du calcaire, c'est carbonaté, la faune est conservée, et souvent bien conservée. À la différence des sites de plein air, qui sont souvent dans des milieux limonoleuciques, plus acides, où la faune disparaît. Il y a toujours des exceptions, mais il y a aussi des poissons volants, et ce n'est pas la majorité du genre. Si ça permet la conservation de la faune, ben ça permet la conservation des restes humains. Parce que sommes-nous si ce n'est de la faune? Dont les 8 sites dont je viens de vous parler. Ça peut permettre aussi, si les fouilles sont correctes, et si elles existent évidemment, la conservation de structures archéologiques. Alors, la structure archéologique de base, pour le préhistorien, c'est quoi? Ben, c'est le foyer. Bon, on peut trouver des foyers dans des grottes. Vous connaissez peut-être la grotte de Roc de Marsal, ça se trouve en Dordogne. Avec quelques collègues, on a refait des explorations de Roc de Marsal. Cette grotte, dont l'exploitation archéologique a commencé à la fin du XIXe siècle, n'avait révélé aucune structure archéologique. Des reprises ont été faites par Alain Turc, qui était le responsable de cette opération. Et avec les techniques de fouilles actuelles, on a sorti 3 foyers néandertaliens, dont un des 3, avec de la protéomique, nous a montré la cuisson de cheval. En protéomique, avec ces protéines qui coulent de la graisse sur le foyer, on a pu mettre en évidence que là, ils avaient cuisiné du cheval. Donc, il y a un champ potentiel scientifique, informatif, énorme dans ces cavités. Et aussi la possible conservation de faits archéologiques non fonctionnels. Alors là, c'est compliqué. Qu'est-ce que le fonctionnel et le non fonctionnel? Bon, selon moi, tout est fonctionnel. Mais il est de tradition de dire il y a le fonctionnel et il y a le non fonctionnel. Le fonctionnel, c'est un foyer, parce que là, on cuit quelque chose, ça a une fonction très, très claire. Le non fonctionnel, c'est tout ce qui tourne autour du métaphysique, du rituel, etc. Néanmoins, on est des êtres humains. Le non fonctionnel a autant d'importance que le fonctionnel. Parce qu'on ne peut pas vivre sans la métaphysique. Et je suis enclin à penser qu'il en était de même pour Néandertal. Je glisse sur cette partie philosophique pour arriver à ceci. Bruniquel, c'est dans le Tarn-et-Garonne, hein, la mise en évidence de structures non fonctionnelles. C'est ce que vous avez en plan sur la droite de l'écran. Beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces structures
qui ne sont pas une découverte récente en réalité. C'est une découverte des années 90 par des spéléologues au fond d'une grotte à plus de 300 mètres de l'entrée de la grotte de Bruniquel. Mais les méthodes de datation ne permettaient pas de remonter au-delà de 40 000 ans avec le carbone 14. La structure, c'est 2 grands ovales, ça marche, ça, voilà, faits avec des stalagmites récupérés par des hommes préhistoriques, avec des petits foyers partout. C'est environ 4 tonnes de stalagmites qui ont été mobilisées pour dessiner ces 2 ovales, le grand et le petit qui se trouve ici. Les foyers servaient certainement d'éclairage pour faire tout ça. Ces structures ont été datées il y a quelques années maintenant, et on est autour de moins 170 000, moins 180 000. Il faut souligner que c'est Jacques Jaubert, qui est un copain préhistorien de Bordeaux, qui a travaillé sur le sujet, mais sur une reprise de découverte par Sophie Verheyden, qui est belge. C'est maintenant que vous êtes censé bomber le torse. Bon, ça ne marche pas. Personne n'est à ce jour en mesure de dire à quoi servaient ces choses. Personne. On sait qu'ils ont mobilisé plus de 4 tonnes de stalagmites, qu'ils les ont organisées en 2 structures comme ça, en les alignant. On sait que ça date autour, je la fais à la louche, de 180 000. On sait que c'était à plus de 300 mètres de l'entrée de la grotte, donc il y avait vraiment envie d'y aller. On n'en sait pas plus. Pour certains, ça serait simplement ça. Mais ça reste évidemment de l'hypothèse. Autre chose. À ce jour, l'art figuratif est une invention sapiens, a priori. En tout cas, rien ne permet de démontrer qu'il y avait de l'art figuratif avant sapiens. Néanmoins, tous les jours apportent son lot de découvertes. Là, vous êtes sur 2 images. Une, on est à Los Aviones en Espagne, c'est une reconstitution évidemment, d'un dessin curieux qui est là, et qui, pour les inventeurs, les archéologues qui ont fouillé là, serait néandertalien. Alors il y a une polémique autour de la datation qui est avant 63 000, du fait d'un voile de calcite qui permet la datation de ce fait archéologique. La polémique est en cours actuellement, il y a des pour et des contre, on ne va pas s'étendre sur le sujet, là on n'est pas là pour faire un cours d'archéologie. C'est possible, ça nécessite selon moi quand même confirmation. À droite, vous avez un autre site archéologique qui s'appelle la Roche-Cotard, et vous avez dans ce site de la Roche-Cotard, où vient d'être publiée une dernière publication, là il y a à peine quelques mois, qui a mis en évidence des tracés digitaux sur les parois de la grotte, qui ne peuvent être, eux, pour le coup, que néandertaliens. Parce que recouverts par un sédiment datant du Paléolithique moyen, pré-Homo sapiens. Et à la Roche-Cotard, au-delà de ces tracés digitaux sur la paroi de la grotte, il y a cette chose un peu étonnante. Donc c'est un bloc de silex qui a été retaillé. C'est dans les niveaux néandertals, qui a été retaillé, qui est pourvu de manière naturelle d'un trou ici, dans lequel sont fichées 2 esquilles osseuses. Cette découverte date d'il y a une vingtaine d'années. Il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet, c'est des découvertes par Marquet. Il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Les techniques avançant ont permis de mettre en évidence que les esquilles en question ne peuvent pas être là de manière naturelle, mais qu'elles ont été enfoncées. Et quand on voit cette pièce, on a l'impression, mais c'est un peu comme quand on voit la tête de son grand-père dans les nuages, peut-être, peut-être un peu de pareidolie, on a l'impression d'y voir une forme humaine. L'inventeur l'appelle le masque de la Roche-Cotard. Bon. Ces grottes peuvent donc participer à ce débat sur c'est quoi une humanité néandertalienne, c'est quoi le symbolisme des néandertaliens. Et pourquoi tout ça? Pourquoi faire tout ce travail? Pourquoi faire ces recherches sur la symbolique néandertale ou pas, l'invention de ceci, de cela? Quelle résonance est-ce que ça a dans nos vies de tous les jours, dans nos vies quotidiennes? Est-ce qu'on ne peut pas juste se contenter de regarder des matchs de foot
et de se brûler les yeux en regardant des réseaux sociaux. Nous sommes, je pense, à un moment de notre civilisation où on se pose des questions sur notre environnement. Vous le savez, je ne vais pas vous faire l'article, mais au-delà de ça, sur notre, je dirais même, survie, pas encore tellement en tant que civilisation, mais même en tant qu'espèce. Il y a pas mal de débats pour le moment. Il y a des mouvements survivalistes qui ont déjà passé le cap. Il y a des écologistes extrêmes, plutôt aux États-Unis. Il y a quelques bouquins assez intéressants sur le sujet qui prônent l'extinction de l'humanité pour sauver la planète. Comme si la planète était un être autonome, doué de conscience qu'il faut sauver. C'est encore un autre débat, ça. La notion de progrès qui nous nourrit depuis la Renaissance et surtout depuis le 19e est elle-même remise en question. Qu'est-ce que le progrès? À quoi sert ce progrès si c'est pour aboutir à du réchauffement climatique, etc., etc., etc. Et donc, l'étude des grottes néandertaliennes, mais de Néandertal au sens large, mais en l'occurrence des grottes néandertaliennes, aborde aussi ce sujet par rapport à cette espèce qui était très bien adaptée à son environnement. Il ne faut pas imaginer des brutes épaisses qui luttaient péniblement contre une nature hostile, mais plutôt des gens extrêmement bien adaptés à leur environnement, sinon ils n'auraient pas tenu 300 000 ans, mais qui a quand même disparu. On aurait pu imaginer l'inverse, un prof de bio néandertalien qui montre un squelette d'Homo sapiens découvert dans une grotte Homo sapiens. Ces changements civilisationnels nous posent la question, est-ce que nous, les sapiens, nous sommes toujours des conquérants de l'impossible, entre guillemets, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on est les derniers survivants de toutes les espèces humaines. On est les derniers survivants. Il y avait des sapiens, des Néandertals, des hommes de Denisova, l'Usonensis, l'homme de Rhodesiensis, Naledi, dont le statut est très controversé, mais bon, peu importe, l'homme de Flores, etc., etc. Ils ont tous disparu. On est les derniers. Donc posons la question dans l'autre sens. Ne demandons pas pourquoi Néandertal a disparu au final, mais pourquoi nous, on a survécu. Qu'est-ce qui fait que nous, on a survécu et qu'on soit arrivé à conquérir toute cette planète alors qu'on était moins costaud qu'un Néandertalien, par exemple? Qu'est-ce qui fait, c'est quoi nos caractéristiques qui nous ont permis de faire ça? Et est-ce que ces caractéristiques-là nous permettront d'affronter les enjeux que nous avons maintenant devant nous? Est-ce que ces défis, nous pourrons les relever ou pas? Ces questions-là, elles traînent dans les têtes, elles traînent dans les débats. Et nous, les archéologues préhistoriens, on a sans doute un mot à dire là-dessus. Et ces questions-là, elles portent essentiellement sur quoi? Sur le changement climatique et notre capacité à y résister ou à s'y adapter. Et ça, c'est ce que Néandertal nous a démontré pendant 300 000 ans. Parce que ces questions de changement climatique sont très prégnantes dans les débats actuels. Et les préhistoriens ont un mot à dire sur le sujet. Mais pour avoir un mot à dire sur le sujet, il faut qu'ils aient de la matière. Et cette matière, ici, en Wallonie, dans ces vallées, la Meuse, la Leste, d'autres, il y a de la matière déjà existante, et aussi de la matière à découvrir. Et pour ça, il faut une volonté, c'est donc ça un plaidoyer, il faut une volonté de découvrir ces sites archéologiques-là, d'y mettre les gens qui vont les fouiller de manière excellente, comme ça se fait par les archéologues de la région wallonne, comme ça se fait à Sclin. Je dis ça parce que c'est la dernière fouille en cours. Ces gens-là vont trouver des réponses dans ces fouilles archéologiques-là que, à n'en pas douter, vous allez développer dans les années à venir. Je vous remercie. Je ne sais pas quelle heure il est, je vous avais dit, je n'arrive pas à m'arrêter, donc je ne sais pas s'il y a le temps, c'est toi qui... Tu es le maître des horloges. Hein. Bon,
avant que le micro circule. Oui, voilà. Toujours dans cette mythologie des cavernes, il y a une théorie qui date des années 2000, qui fait florès actuellement au Canada et aux États-Unis sur la caverne conjugale. On en parlait il y a 3 secondes. La théorie de la caverne conjugale, rigolez pas, c'est vachement intéressant comme truc. Vous voyez MeToo, ben c'est complètement l'inverse, quoi. La caverne conjugale, c'est quoi? C'est l'homme est un chasseur qui est en extérieur, qui ramène la bouffe. La femme est une créature apeurée, toujours enceinte, qui reste dans la grotte et qui attend que l'homme ramène la bouffe. Et ça, c'est la préhistoire. Mais c'est inscrit dans notre plus ancienne hérédité. Et donc, c'est toujours comme ça maintenant. Et donc, il n'y a pas de raison qu'elle nous emmerde à vouloir sortir de la maison. Enfin, je résume vite, hein, mais je vous invite à lire les ouvrages d'un certain Yves Dallaire. J'en ai un extrait là, je ne vais pas vous le lire parce que c'est long, mais globalement, c'est ça. Mais c'est assez intéressant. Et ça s'appelle la caverne conjugale, quoi. Voilà. Comme quoi, les cavernes, ça sert à tout, hein. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, on va céder la parole maintenant au public pour quelques questions. On a pris un peu de retard, donc on ne va pas prendre beaucoup de questions. Oui, peut-être monsieur. Oui. Et puis. Bonsoir, c'était très intéressant et ça rejoint une émission aussi intéressante à la TV qui montrait l'art dans une caverne néandertalienne de 60 000 ans et on voyait la tête, etc. Mais alors, bon, les Néandertals se sont éteints. Qu'est-ce qu'il y avait avant Néandertal? Qu'est-ce qu'il y aura après l'Homo sapiens? Est-ce qu'on va être éternel ou bien est-ce que ce sont tous des cycles qui se suivent et qui vont donner une autre race qui va suivre l'Homo sapiens, qui sera différente, comme on a une différence entre l'Homo sapiens et le Néandertal, et qui va occuper la Terre, parce qu'il y a des mouvements astrologiques au-delà des possibilités humaines de pouvoir rester maître de toute civilisation, maître de la Terre. Est-ce qu'il faut s'attendre à autre chose, à une autre civilisation qui va suivre Homo sapiens? Bon, question compliquée. Il faut séparer l'évolution biologique et l'évolution culturelle. En termes de civilisation, il y en a plein qui se succèdent et il y en a plein qui vivent l'une à côté de l'autre, même si maintenant tout ça est plutôt globalisé. Mais on ne va pas partir sur le concept de civilisation, on va rester sur le biologique. Homo sapiens, Néandertal, l'apparition en tant qu'espèce identifiable est plus ou moins au même moment, autour de 300 000, 350 000. Donc la durée de vie de l'un et de l'autre est quasi semblable, on a un petit 40 000 ans de plus. Qu'est-ce que ça va être demain? Franchement, j'en sais rien. Il y a des évolutions biologiques, bien sûr. On n'est pas les mêmes que les, entre guillemets, Cro-Magnons d'il y a 40 000 ans. Eux, ils étaient grands, minces et costauds. Bon, et ma gueule, bon, on va pas se mentir, hein, on va pas se mentir. Mais au-delà de ça, il y a quand même des différences, au-delà de la rigolade, beaucoup plus importantes que ça. Mais ça reste dans un schéma de variabilité, entre guillemets, statistiquement acceptable. Ils étaient plus grands que nous. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient beaucoup plus de protéines animales, et ça fait grandir. Ils avaient une boîte crânienne plus importante que la nôtre en volume d'environ 15 à 20%. Mais la taille, enfin la masse du cerveau est beaucoup moins intéressante que le nombre de neurones et sa vascularisation. Donc, ça ne signifie pas qu'on soit moins intelligent. Des choses disparaissent. Nos fameuses dents de lait sont en train de disparaître, tout doucement. Notre petit orteil est en train de se réduire. Parce que comme on a inventé la chaussure, c'est beaucoup plus facile pour la stabilité. Néanmoins, on va le conserver parce qu'il est quand même très utile. Bon, il y a des petites modifications comme ça. Tout ça, ça prend un temps fou. Un temps fou. Et notre évolution technologique, donc culturelle, est beaucoup plus rapide que l'évolution biologique. Et ça, depuis la préhistoire. Depuis la préhistoire. On en est maintenant à parler de l'homme augmenté. Bon, il y a assez de débats sur le sujet, je ne vais pas me lancer là-dedans. On transforme nos corps. On a des prothèses. On se modifie. Comment ça va se passer à l'avenir? J'en sais rien.
on fait en 2023 des choses que nos grands-pères ou grands-mères n'auraient jamais cru imaginables, même dans les romans de science-fiction. À cause ou grâce, ça dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste, de cette évolution technique et technologique. La question qui va se poser, elle est plutôt, à mon sens, politique. 1, jusqu'où ne pas aller trop loin. 2, comment faire pour la diffuser au plus grand nombre. Mais ça, c'est en dehors du champ de l'archéologie et des préhistoriens. Merci. Une seconde question, ici au-dessus. Vous dites que quand Sapiens est arrivé, il n'y avait plus de Néandertal. Or, Sapiens est arrivé vers 50 000, et là, vous avez des ossements dans les différentes grottes de 40 000, 36 000. Oui, je vous le confirme. Quand Sapiens est arrivé, depuis l'Allemagne, enfin en arrivant des Balkans et en traversant l'Allemagne, j'ai bien dit quand Sapiens est arrivé en Belgique et dans le nord de la France. Il n'y avait plus de Néandertaliens. Sapiens arrive 2-3 000 ans après. Sapiens arrive plus tôt dans le sud de la France. Ça ne correspond pas. Les grottes belges de Néandertal, c'est 40 000, 36 000. Oui, il y a eu une datation à 36 000, mais attention, il y a toujours cette petite difficulté de date calibrée ou pas. Non, mais là, c'est beaucoup plus que 1000 ans. Hein. Le 36 000, c'est du non calibré. Donc, en fait, on est plutôt sur du 40 42 000. Normalement, Sapiens est arrivé entre 50 et 55 000. Non, pas dans le nord. Non, pas dans le nord, dans le sud de la France. Ça, c'est la théorie grotte-mandrin. Ludovic Slimak, qui dit, voilà, dans ma grotte, enfin dans la grotte Mandrin, c'est pas sa grotte, dans la grotte Mandrin, on a du Sapiens autour de 50 000, 52 000. Mais attention, la datation, enfin le Sapiens à 50 000, 52 000 dans la grotte Mandrin, c'est par rapport à une dent de lait d'un Homo sapiens, qui n'est pas datée, elle. N'est pas datée en physique. Moi, je n'en connais pas. Si vous en avez la liste, je serais intéressé de la voir. Disons si c'est 50, c'est 48. En Belgique, il y a 40 Néandertal. Donc, il y a 8 000 ans. Oui, mais 48 000, ce n'est pas en Belgique. La grotte Mandrin, c'est dans le sud de la France. Ces gars, ils arrivent par l'Italie, dans la théorie de Ludovic, enfin de Ludovic Slimak, ils arrivent par les Balkans, l'Italie, le nord de l'Italie, hop, ils passent du côté de Nice, c'est quoi là, et ils remontent la voie du Rhône. Oui, mais coexister ne signifie pas cohabiter. C'est pas pareil. Alors, attendez, Slimak dit, enfin Ludovic dit, oui, dans ma région, la basse vallée du Rhône, il y a en même temps du Sapiens et du Néandertal. Parce que dans mes couches archéologiques, ça, je pense que c'est du mobilier archéologique fait par Homo sapiens, enfin débité, taillé par Homo sapiens, et ça, pour moi, c'est débité par l'homme de Néandertal. Pour arriver à l'attester définitivement, il faudrait avoir du fossile dedans. Et encore, avec l'exemple de la fameuse Pierrette à Saint-Césaire, c'est pas si sûr que ça. Mais ça, on n'en a pas encore. Mais lui, il dit, j'ai une couche Homo sapiens, enfin une couche archéologique, et au-dessus, j'en ai une d'homme de Néandertal. Donc, ils occupaient le même endroit, peut-être à quelques années d'intervalle, mais ils étaient dans le même territoire. Oui, c'est une hypothèse. Et je disais tout à l'heure que dans le sud de la France, et plus particulièrement au sud-ouest, il était possible qu'ils aient cohabité. Ils fréquentaient peut-être pas en même temps les mêmes endroits, mais il y avait peut-être une vallée Néandertal et une vallée Homo sapiens. En revanche, dans le nord de l'Europe, que ce soit l'Allemagne, le nord de la France ou la Belgique, ou un petit peu les Pays-Bas, mais il n'y a pas grand-chose, là, on n'a aucune trace de chevauchement des deux populations, de cohabitation. En fait, Néandertal existait encore au moment où Sapiens était déjà là en Europe. Oui, sans doute, mais pas forcément aux mêmes endroits. Pour le moment, on cohabite avec des Chinois, mais on coexiste avec des Chinois, mais on ne cohabite pas avec eux. C'est le même problème, quoi. La deuxième question, ce serait à propos des accouplements néandertal. Il y a pas mal d'articles qui sont sortis qui prétendent que c'est à peu près vers moins 175 000 ans. Il y a eu une première rencontre qui fait que Néandertal a hérité du chromosome Y de Sapiens et Sapiens le génome de Néandertal. C'est donc beaucoup plus ancien que ce que vous dites, vous avez dit 70 000. Oui, il y a sans doute eu plusieurs moments
hein, d'accouplement, comme vous dites. Il y a sans doute eu plusieurs moments. Il y a aussi le fait que plusieurs populations ont disparu sans descendance. Et dans l'état actuel des choses, ce qu'on pense en termes de génétique, donc je vous renvoie aux travaux de Parbo et d'autres, c'est autour des années 70 000, 80 000, 90 000 qu'il y a eu une phase d'accouplement plus importante, on va le dire comme ça. Peut-être une troisième, parce qu'il y en a peut-être aussi une vers 120 000, mais en tout cas importante. Il y en a eu également une deuxième, et là, c'est pas au Proche-Orient, enfin une troisième, une quatrième, on ne sait pas trop. Il y en a peut-être d'autres qu'on va encore découvrir. Celle-là, c'est plus au Proche-Orient, c'est quelque part sur l'Ukraine ou l'ouest de la Russie, et un peu la Roumanie, les Balkans, c'est quoi là? Autour des années 50 000, un peu plus récent. Où là, il y a un ossement, enfin un os, c'est un fémur de mémoire sapiens, hein, il n'y a pas de souci, sur lequel il y a de l'ADN qui a été fait, et qui a montré qu'à 4 ou 5 générations avant, il y avait un néandertalien dans la lignée de cette personne. Donc il peut y avoir plusieurs phases. On parlait de succession, tantôt, ce sont des lignées différentes qui ont évolué différemment, qui sont toutes éteintes, sauf la nôtre. Oui, et encore, dans la nôtre, il y a eu aussi des populations qui sont éteintes. Oui, à ce propos-là, que pensez-vous de l'antécessor des sapiens archaïques? Alors, sapiens archaïques, ça ne veut plus dire grand-chose depuis la découverte de Djebel Irhoud au Maroc, à 300 000. On ne sait plus trop ce que ça veut dire à sapiens archaïque. Antécessor est une espèce qui reste encore à déterminer. Dans l'état actuel des choses, ce que disent les collègues espagnols sur Antécessor, c'est que cet homo antécessor aurait disparu sans descendance, avec une possibilité qu'il est inféré en génétique chez Néandertal et l'homme de Denisova, qui est son cousin. Mais Castro, Bermúdez Castro, etc., pensent qu'il est plutôt disparu sans descendance et que le plus ancien chez nous, ce serait Heidelbergensis. Voilà. Mais le masque Ah non, à Bruniquel, il n'y a pas de masque, c'est à la Roche-Cotard. Sur la terrasse. Pascal, Oui, mais c'est sur les fouilles de la terrasse. si tu permets, parce que voilà, l'heure avance vraiment, on a pris quand même beaucoup de retard. Alors, je sais que le débat est passionné, mais Pascal de Pape ne va pas nous quitter tout de suite, donc il y a un petit drink qui vous est proposé, et donc Monsieur de Pape sera toujours là pour pouvoir continuer à le questionner si vous le souhaitez. Donc on voulait tout d'abord remercier Pascal de Pape très chaleureusement pour Merci. la qualité de son intervention de ce soir. Donc je propose vraiment que nous l'applaudissions très chaleureusement. Et donc, voilà, Sophie de Noël va te remettre un petit cadeau. Comme ça, tu réembarqueras avec toi en France les 100 merveilles de Wallonie, souvenir de ta terre natale. Et donc, un tout grand merci à notre orateur, un tout grand merci au public d'être venu en nombre ce soir. Et donc, la WAP vous offre un drink dans le hall d'entrée. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous continuerons les discussions sur les grottes néandertaliennes. Merci beaucoup à tout le monde.